Salut à tous et bienvenue dans ce podcast. Concilier progression et contraintes extrasportives, voilà le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Pour ce faire, on va avoir un invité de qualité en la personne de Léonard, qui est l'un de nos athlètes et qui est depuis quelques mois en suivi avec Ben. Alors il faut savoir que Léonard est interne en psychiatrie et comme pas mal de monde dans son cas, il est soumis à diverses contraintes de par son activité. Dans cette discussion, il va nous exposer un petit peu les problématiques qu'il rencontre vis-à-vis de sa pratique du powerlifting et comment il s'adapte pour y faire face. Ben sera également présent dans cet échange pour étayer les propos de Léonard et donner sa vision en tant que coach, et quant à moi j'interviendrai essentiellement en qualité d'hôte. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous donner vos retours et des idées pour les prochains podcasts via Instagram, vous trouverez les liens dans la description. Voilà pour cette petite introduction, et pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable écoute. Ok Léonard, je vais te laisser te présenter du coup. Eh ben, merci David. Du coup, je m'appelle Léonard, j'ai 26 ans. Ça fait 6 ans que je fais de la force athlétique. Ça fait 5 ans et demi du coup que je bosse avec Ben. Pour vous raconter un peu justement mon parcours et le lien avec le titre de ce podcast, je suis interne, je vais démarrer la dernière année de l'internat de médecine. Donc ça fait ma neuvième année d'études et quand j'ai commencé à m'entraîner, à faire de la force et à bosser avec Ben, j'étais à ce moment-là en cinquième année, donc à l'externat. Pour ceux qui savent pas, la quatrième à sixième, ça a changé maintenant, mais à mon époque, année de médecine, c'est l'externat. Donc c'est une année, enfin c'est 3 ans du coup, où on est entre les stages à l'hôpital le matin, des gardes la nuit en plus et les week-ends, et où on révise le concours de l'internat, donc on a la pression du concours de l'internat. Donc on a dû, on en reparlera un peu après, je pense qu'on a dû pendant un temps adapter l'entraînement justement au fait que j'avais pas, déjà que j'avais un gros coup de fatigue à côté, que j'avais mon concours à bosser, que j'avais ces chances à bosser, et qu'on a dû adapter un peu l'entraînement autour. Et après ça, du coup, j'ai démarré mon internat. Donc l'internat, c'est en gros des semaines d'à peu près 50-60 heures à l'hôpital avec pas mal d'activités de nuit avec des gardes de 24 heures en continu. Donc ça aussi qui demande pas mal d'adaptation. On a tourné comme ça pendant 2 ans avec Ben, en trouvant des solutions. Je me suis blessé il y a un an et demi. J'ai eu une blessure au dos qui est venue dans un contexte justement qui faisait suite au Silent Worker Meet de l'été 2021. Il y a eu un hiatus, on va dire, d'un an avec vraiment la force, que j'y suis revenu là cet été au mois de juillet à peu près, et on a recommencé à bosser ensemble avec Ben au mois d'octobre. On a travaillé comme ça, et il y a un mois, du coup, j'ai fait les régions Auvergne-Rhône-Alpes où, pour l'anecdote, j'ai pu du coup all-time pair mon total après, on va dire seulement, entre guillemets, 6 mois de reprise de la force après un an d'arrêt pour blessure. Ok, et pour donner un petit peu de contexte à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quels étaient tes horaires dans les grandes lignes et qu'est-ce que ça représentait pour toi en termes de charge de travail? Eh ben, en termes de charge de travail, les premières années où on bossait avec Ben, quand j'étais externe, en gros, les journées, ça a ressemblé pendant, on va dire, un an et demi à ça. Fallait être à l'hôpital à 9 heures le matin. J'étais à l'hôpital de 9 heures à 13 heures. J'avais cours de 14 à 17. Je révisais ou j'avais des conférences pour préparer le concours, des choses comme ça. On va dire de 17 à 20, 21h30, ça dépendait s'il y avait des conférences ou pas. Ça, c'était du lundi au vendredi, et du samedi dimanche, on va dire qu'il y avait. Soit j'avais mes week-ends tranquilles où c'était du 9h-20h à réviser, soit j'avais des gardes, donc c'était selon la spécialité dans laquelle j'avais les gardes, c'était soit 9h-19h en plus de la semaine, soit c'était 24 heures d'affilée, les 9h, 9h du matin. Donc ça a été ça pendant un an et demi. Les derniers mois avant le concours de l'internat, c'était pour le coup plus cadré. J'arrivais à la BU le matin à 9h. Du lundi au vendredi, je repartais à 20h quand ça fermait. Et les week-ends, ouais, à peu près les mêmes horaires de révision.
Ça a été du coup jusqu'à ce que je passe le concours. Et là, les horaires, quand j'étais interne sur les 2 premières années, les journées classiques, c'était en gros du 9h-19h sur lesquelles fallait greffer une garde de 24 heures à peu près tous les 10 jours. Donc je précise que c'est des 24 heures, t'as ton repos après, mais t'as pas de repos avant. Donc en gros, tu t'arrives le matin à 9h du mat à l'hôpital et tu repars le lendemain à 9h du mat. Ça a été ça pendant 2 ans. Quand j'ai repris, j'étais en disponibilité, ça on pourra en parler un peu après, parce que du coup c'était une période assez différente. J'ai eu quelques mois où je me suis entraîné en étant en disponibilité, donc où j'avais pas d'horaire, c'est-à-dire que c'était uniquement pour bosser ma thèse, donc j'organisais mes journées comme je voulais à ce moment-là. Et là en ce moment, je suis reparti sur un rythme où généralement le matin, je travaille un peu plus tôt. Mon stage actuel, j'arrive au travail, généralement il est 8 heures. Je vais repartir le soir. J'ai pas des journées qui finissent très tard en ce moment. Sur les coups, voilà, c'est variable, on va dire entre 17 heures et 19 heures, sur lesquelles en plus, voilà, j'ai des gardes de 24 heures comme ça, à peu près une fois tous les 10 jours. Donc ça fait, je pense, si tu lises tout, ça fait des semaines, voilà, je pense, j'ai pas compté, mais je pense que ça doit faire du 50-60 heures par semaine, mais c'est avec du travail de nuit et des week-ends en plus, quoi. Oui, donc tu pouvais facilement te retrouver avec des nuits de moins bonne qualité, quoi. C'est ça. Par rapport à la notion de charge de travail qu'on a évoquée tout à l'heure, moi je fais la distinction entre charge de travail effectuée et charge de travail perçue. Hmm, Donc pour faire simple, si tu prends deux gars qui font une tâche identique et qu'il y en a un des deux qui déteste faire la tâche et l'autre qui l'apprécie, hmm. je pense que la fatigue perçue à la fin, elle sera pas identique. Donc toi, comment tu te situerais par rapport à ça, Léonard? Ouais, bah c'est une bonne question. C'est une question qui est hyper pertinente, bah, parce que si tu compares justement la période où j'étais externe, je pense que dans l'absolu j'avais moins de temps pour m'entraîner, mais par contre les journées comme j'étais beaucoup moins à l'hôpital, beaucoup plus à réviser, c'est pas très drainant émotionnellement de réviser, c'est pas très stimulant non plus, mais c'est beaucoup moins drainant de passer du temps à réviser. Donc là, effectivement, j'aurais envie de te dire, c'était des journées qui étaient longues en termes d'horaire. Tu vois, si j'arrivais le matin en stage à 9h et que je finissais les conférences le soir à 21h30, fallait aller s'entraîner après, ça se faisait, hein, c'était plus long, mais par contre, c'était effectivement perçu plus faiblement. Là, clairement, c'est des journées, bah, pour la précision, je l'ai pas dit, je suis interne la spécialité que je fais actuellement à l'internat, c'est la psychiatrie. C'est une spécialité où les horaires sont pas forcément les plus énormes parmi les autres. Par contre, oui, émotionnellement, c'est très drainant. Et en termes de perception, c'est des journées qui sont fatigantes. C'est des journées qui sont vraiment, vraiment fatigantes. Et d'ailleurs, je parlais un peu plus tôt du fait que je m'étais blessé au bout de 2 ans d'internat et que j'avais eu un gros hiatus. C'était un moment où je travaillais aux urgences psychiatriques et où les horaires étaient pas énormes. Sans les gardes, c'était du 9h, 18h30. Mais par contre, c'était vraiment, tu sortais de là, t'avais l'impression de te faire rouler dessus par un bus parce que c'était très intense, quoi. Ok, ouais, donc on voit qu'au final, tu tankes pas mal dans la journée. Et après, le soir, tu dois en plus enchaîner l'entraînement assez tard. C'est ça. C'est pas évident. Donc, ouais, on voit que là, tu as quand même des grosses contraintes, entre guillemets. Toi, Ben, bah là, tu es en pleine rédaction d'une thèse, etc. Tu as un petit peu un parcours pas similaire, mais voilà, tu es étudiant, etc. Est-ce que tu voulais intervenir par rapport à ça pour raconter un petit peu bah, comment c'est à ton niveau, quoi? Ouais, tout à fait. Bah écoute, moi je pense que j'ai pas connu des conditions si extrêmes. Alors j'en ai connu au tout début de ma pratique de la musculation, quand j'étais en classe préparatoire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me mettre à soulever des poids. Euh, mais j'avais pas cette optique de performance, donc c'est vrai que ça m'affectait moins, j'avais beaucoup plus de flexibilité, la priorité n'était pas là. Et ensuite, j'ai vraiment commencé la pratique de la force à l'époque où j'étais en école d'ingénieur. Et on va dire que j'avais beaucoup plus de temps libre, de liberté et moins de pression que ce qu'a décrit Léonard. Euh, c'est vrai que voilà, les contraintes, elles se sont un peu plus manifestées bah, depuis le début de ma thèse, où c'est assez variable. Et je dirais même que pour moi, la plus grosse contrainte, enfin, la contrainte la plus difficile à gérer, c'est pas forcément la contrainte temporelle, comme l'a peut-être déjà soulevé Léonard. C'est-à-dire que des fois, on peut faire des grosses journées, même des journées assez rythmées. Mais ce qui est le plus difficile, c'est les journées, on va dire, à haut impact émotionnel. Donc, bah, c'est sûr que c'est pas les mêmes que celles de Léonard, hein. Je travaille pas avec des patients. Mais
effectivement, la thèse, il y a toujours cette pression un peu de produire finalement de la recherche de bonne qualité. Et quand on a certains projets qui sont un peu plus exploratoires et on ne sait pas ce qu'on va trouver, et il y a des jours où on a envie de sauter au plafond parce qu'on a des résultats qui nous stimulent, et d'autres où on a l'impression que le ciel s'écroule. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à gérer. Parce que finalement, c'est un peu comme un deuxième entraînement, en fait. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de parallèles là-dedans entre ce que je fais au laboratoire et ce que je fais à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant, de progresser, de faire avancer le projet. Donc, il faut à la fois faire avancer le projet. Quand on rentre le soir, il faut faire avancer ses performances. Et donc, il peut y avoir beaucoup de frustration qui s'accumulent quand les deux ne fonctionnent pas ou quand l'un des deux ne fonctionne pas. Donc, c'est plutôt comme ça que je vois les contraintes. Alors là, je pense qu'avec la rédaction de la thèse, je vais peut-être avoir encore plus de contraintes temporelles. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, on a commencé à travailler avec Léonard. On n'était pas du tout en phase, dans le sens où moi, je coachais beaucoup de personnes. Donc, alors, pour le resituer la chose, j'ai fait une école d'ingénieur, suite à quoi j'ai décidé de faire 2 ans de master en STAPS, entraînement sportif et optimisation de la performance. Un choix un peu étonnant pour certains, même encore maintenant. Mais c'est vrai que voilà, je retombais dans une dynamique finalement après mon stage de master d'école d'ingénieur qui était quand même assez difficile, et où j'avais pu goûter un peu les problématiques, hein, de temps et de contraintes professionnelles et entraînement. Où là, par contre, en STAPS, j'avais beaucoup plus de liberté, j'en prenais pas mal aussi. Et je coachais beaucoup de gens qui étaient des personnes en licence, en STAPS, qui avaient le temps pour ça, qui avaient voilà, la volonté de progresser, et pour eux, c'était une priorité. Et ben, même si pour Léonard, c'était une priorité, c'était pas la même priorité, puisqu'à côté de ça, il avait l'ambition, voilà, de réussir son parcours, de passer le concours d'internat de façon assez brillante, et donc il mettait tout en œuvre de ce côté-là. Et moi, j'avais pas encore le recul que j'ai aujourd'hui euh, de la bonne façon de gérer ça. Et donc, je pense que là, je vais laisser Léonard un peu élaborer sur euh, comment il a perçu finalement les différences entre ces périodes-là, la période qu'il a connue en disponibilité notamment, même si je sais que pendant notre collaboration au début, il y avait des phases où il a eu des meilleures conditions d'entraînement, c'était assez variable, et ça, c'était pas facile à gérer non plus, donc ça, on pourra revenir dessus. Et voilà. Donc, je sais plus où on en était. Ouais. On en est que je vais rebondir sur ce que tu dis, Ben. Effectivement, c'est un truc c'est une réflexion que je me suis faite paradoxalement assez tardivement. Effectivement, que la grosse difficulté, je trouve, quand t'as effectivement des journées prenantes et notamment on va dire, émotionnellement prenante plus qu'en termes de temps, parce que soyons honnêtes, hein, je parle pas des jours où j'ai des gardes et où de toute façon je suis bloqué à l'hôpital et où mon sommeil il va être amputé. C'est vraiment en fait, même si tu vois, je me dis, tu sors de l'hôpital, il est 19 h. Dans l'absolu, je sais pas, un entraînement ça dure 2 heures, t'as le temps de le faire. Mais des fois, ce qui est difficile en fait, c'est effectivement, tu parlais que tu as l'impression de t'entraîner 2 fois, je suis d'accord. Quand tu es dans cette optique-là, que ce soit à l'externat où tu as la pression d'un concours à réussir, ou à l'internat où du coup bah, tu as l'impression t'as la pression pardon, de te plonger vraiment dans ce que c'est le métier de médecin avec les responsabilités que tu as au sein de l'hôpital et auprès de tes patients. Euh, Tu dois performer en fait t'as vraiment un objectif de performance et de pression et du coup d'évaluation de ton niveau en permanence dans deux domaines de ta vie. Ce qui fait que t'as un peu l'impression, voilà, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais t'as l'impression de te lever le matin, d'aller te faire un taf où t'as une pression, t'as des objectifs, et ça, t'enchaînes sur l'entraînement derrière, ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu rentres chez toi, tu manges ton dîner, tu vas te coucher, ça s'arrête à ce moment-là. Le problème, c'est que des fois, la difficulté que tu as, c'est que tu sors de ta première journée, justement, c'est-à-dire le travail avant l'entraînement, et tu as donné beaucoup, et tu es complètement. Enfin, au moins, du moins, tu as l'impression d'être complètement rincé avant d'aller t'entraîner. Et la différence Et de. Ouais, excuse-moi. non, vas-y, termine, vas-y. J'ai Et une la... question après. Ouais, bah du coup, juste je voulais dire la différence de perception que j'en ai maintenant, et je pense que c'est vraiment une question de perception parce que les conditions sont un peu les mêmes. La différence de perception, c'est que j'ai un peu, entre guillemets, appris à accepter que j'allais souvent aller m'entraîner
voilà, après des journées qui ont été pas simples, après des semaines qui ont été pas simples, parce que du coup, moi, je capitalise un petit peu sur les week-ends pour pouvoir caler pas mal de volume d'entraînement à ce moment-là, vu que c'est quand même moins hardcore que la semaine. Et faut tout simplement accepter que oui, enfin, je veux dire, c'est ok d'aller s'entraîner, même si t'es fatigué, même si t'as eu une grosse journée et que t'es pas dans des conditions optimales, que voilà, les premières séries de warm-up, enfin, ça va être un peu plus long pour se mettre dedans mentalement. T'auras pas forcément bien dormi la veille, t'auras pas forcément mangé ce qu'il faut avant, t'auras pas forcément eu le temps de timer parfaitement ta caféine ou je sais pas quoi parce que t'es parti à 20 h de l'hôpital et que ta salle elle ferme dans 2 heures. Enfin, ça, c'est des choses qui arrivent. Et le truc, c'est que quand tu vas à la salle, pas uniquement pour aller à la salle, mais que tu vas vraiment dans l'objectif de performer. La différence, je dirais, entre l'époque et maintenant, c'est qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus attaché à la performance sur le moment, c'est-à-dire à ce qui va se passer sur le moment, et on va pas se mentir, en tout cas dans mon parcours, des journées où ta journée, elle va vraiment impacter, ta journée ou ta semaine, ou les semaines avant, elles vont vraiment impacter ta séance sur le moment, ça arrive. Je pense que maintenant, parce que j'ai un peu gagné en maturité, en recul par rapport à ça, j'arrive à le gérer tout simplement en me disant que l'important sera d'être fort le jour de la compète et pas un soir à 21 h à la salle quand j'ai dormi 4 heures en 3 jours, quoi. Ouais. Mais ça tombe bien que tu parles de ça. À un moment, tu as évoqué le fait que enfin, vous considériez enfin, vous considérez qu'il y a deux journées, entre guillemets, la partie travail, la partie entraînement. Comment vous gérez un peu cette césure entre les deux, psychologiquement surtout, parce que souvent on entend que il faut se conditionner un petit peu, etc. Et des fois, t'as pas trop le temps. Tu sors du travail, directement tu files à l'entraînement, et limite, tu as 5 minutes de route, quoi, si t'es pas très loin de ta salle, et tu dois te mettre un petit peu dedans si c'est un jour où tu avais prévu de faire, enfin prévu, si tu avais des grosses barres ce jour-là, etc. Comment vous faites pour vous mettre dans de bonnes conditions à ce niveau-là? Euh, je réponds en premier, juste tant que j'étais lancé, si ça ne te dérange pas, Ben. Euh, Bah, alors déjà, je tiens à dire que quand tu es comme moi, que tu as la joie d'habiter à Grenoble et que tu passes par la rocade le soir, je te rassure, t'as plus que 5 minutes pour aller t'entraîner entre l'hôpital et la salle. Ouais. Ça, c'est la joie d'être Il grenoblois. y a toujours les travaux là en ce moment. Ah oui, oui, jusqu'en 2024, t'en fais pas, Aïe aïe c'est aïe. toujours le bordel. Non, mais blague à part là-dessus, blague à part là-dessus, en plus la question est pratico-pratiquement, effectivement, si je te prends les choses comme ça, imaginons je parte de l'hôpital, je mets grosso modo 20 minutes pour arriver à la salle. On va dire c'est une moyenne lycée, on va dire 20 minutes. La question pour comment couper les deux, et ben dans la théorie, ce que j'essaye de faire le plus souvent, c'est juste que quand je pars à l'hôpital le matin, ce qui va compter sur le moment, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Et du moment où je pose ma blouse, où je pars de l'hôpital, je vais à la salle. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer à la salle, et j'essaie de vraiment dissocier les deux et de pas laisser l'un influencer sur l'autre. Et autant, ça c'est pareil, la différence que j'ai pu avoir à une époque, et je pense que, comparé à maintenant, que beaucoup dans la force passent par là. On a tous eu, je pense, cette période où on commence à voilà, préparer des compétitions, à penser performance, et où il suffit d'avoir 3 mauvais jours de training à la suite. On a l'impression que tout s'effondre autour de nous. Ou à l'inverse, on a une bonne semaine de training où voilà, on a fait des paires d'entraînement, des choses comme ça, on a l'impression d'être au sommet de tout. Et ça peut être un peu pareil dans le travail, c'est-à-dire que ça peut par moment justement quand même être un rythme de vie où tu as quand même de temps en temps on va dire des victoires professionnelles et ça te booste un petit peu pour le reste parce que tu te sens une bonne dynamique. Par contre, à l'inverse, ça peut être extrêmement plombant des fois, ça peut être extrêmement fatigant, ça peut être extrêmement plombant et ça l'est assez souvent même pour être parfaitement honnête. Donc j'ai un peu envie de te dire, le meilleur moyen c'est d'être clair dans ta tête, que tu compartimentes les deux. Et autant au jour d'aujourd'hui, enfin, ce qui se passe à la salle, c'est ce qui se passe à la salle, je dois te dire que ça déteint pas trop sur le reste. C'est pas toujours possible, après des grosses journées comme ça, de parfaitement arrivé à se dissocier, de parfaitement arriver à mettre de côté tout ce que t'as fait. Tout ce que tu as fait à l'hôpital le jour et tout ce que tu auras à faire le lendemain. Mais ça, si, je pense que t'apprends à l'accepter. T'apprends à accepter que des fois, tu vas t'entraîner justement en ayant un peu la tête prise, en ayant arrivant pas à 100% de focus parce qu'il se passe des choses lourdes. Et ça fait partie des variables, ça fait partie des variables avec lesquelles tu composes et sur lesquelles d'ailleurs des fois on adapte. Récemment on l'a fait, on adapte
pas forcément le volume d'entraînement, mais en tout cas le split d'entraînement pour prendre ça en compte, pour prendre cette dimension-là en compte pour que les entraînements soient le plus productifs possible. Ouais, quand je t'entends Ouais, parler, c'est vrai tout à... qu'on a Vas-y, vas-y. Vas-y, David. Non, j'allais juste dire, quand on t'entend parler, on a l'impression qu'il n'y a pas trop cette notion de routine qu'on essaie de mettre en place souvent quand on est sportif ou autre, Hmm, où tu vas faire toujours pareil, tu vas manger aux mêmes heures, hmm. etc. Et là, comme tu es régulièrement soumis à des imprévus, bah, tu peux pas forcément te permettre d'avoir une routine fixe, ou au moins quelque chose qui pourrait s'apparenter à une journée type, en gros. Et forcément, pour se préparer mentalement et tout, je pense que c'est pas la meilleure des choses. Ensuite, Ben, du coup, bah, je vais te laisser reprendre, hein. Ouais, bah, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Alors effectivement sur ce côté routine, alors moi c'est intéressant parce que j'ai eu le parcours un peu inverse, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la force, j'étais dans des bonnes conditions. Enfin, pas pour dire que Léonard est dans des meilleures conditions nécessairement maintenant qu'il était à l'époque, mais dans le sens où je suis passé de bonnes conditions à contraintes plus importantes. Et du coup, moi, j'avais effectivement cette habitude, cette routine avant les séances, de me projeter dans la séance sur ce que j'allais devoir faire, d'arriver. Alors, je sais pas, hein, ça a évolué avec le temps, mais j'avais construit cette routine pré-entraînement avec la collation, la petite vidéo. Euh, que ce soit informative ou les petits vlogs de l'époque pour se mettre dedans. Et puis en fait, effectivement, quand ça, j'ai pu être en mesure de le faire parce que j'avais pas le temps, au début, c'est très perturbant. Et en fait, je trouve que c'est très perturbant de venir de bonnes conditions vers des contraintes un peu plus prenantes, parce qu'on a l'impression que nécessairement, ça va plus être possible de progresser, ça va plus être possible de réaliser la même charge d'entraînement que ce qu'on avait avant, et ça va plus être possible, voilà, d'amener la même concentration dans son entraînement, et donc finalement, bah, on est un peu perdu pour la pratique. Euh, et d'ailleurs, on voit tous les sportifs de haut niveau, même dans notre pratique, avoir des conditions de vie. Alors pas tous, hein, pas tous, mais une bonne partie, du moins ceux qui peut-être ont le temps de produire plus de contenu d'ailleurs, à mettre en avant voilà, ces conditions un peu favorables. Et d'ailleurs, ils font en sorte d'avoir ces conditions favorables. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est indispensable à la performance. Bah, je pense quand même que Avec le recul aujourd'hui, non, j'allais juste dire, je pense quand même que c'est quelque chose d'important quand tu vas atteindre le haut niveau, d'avoir ces conditions-là et de tout faire pour les avoir. Après, ça dépend, je pense, des objectifs de chacun, mais je pense que ça reste quand même une des conditions pour atteindre le haut niveau, quoi. Voilà. oui, oui, tout à fait. Petite Après, tu vois interlude. certains. Alors, je suis pas dans l'emploi du temps de Taylor Atwood, mais tu vois que, par exemple, quelqu'un comme Taylor Atwood, il a des contraintes assez prenantes vis-à-vis de sa vie professionnelle, de ce que je peux comprendre. Ou alors peut-être que, Oui, oui, après, voilà, il y a des en tout cas contre-exemples, hein, comme, forcément. comme il le présente. Et, et voilà. Et moi, inversement, j'en suis venu des fois à l'observation que, certes, on n'a pas la même capacité à se projeter dans la séance, à accorder peut-être même, je dirais même, la même priorité à la pratique dans ces conditions-là. Mais d'un autre côté, j'ai eu des périodes où être finalement tellement investi dans ma pratique et finalement m'identifier uniquement à ma pratique, c'était pas non plus quelque chose de très bénéfique. Dans le sens où, voilà, malgré ces conditions-là finalement, et avec les charges d'entraînement qu'on s'imposait à l'époque, il y avait des mauvaises semaines. Il y avait des semaines avec de la fatigue, des semaines. Et finalement, où vivre, c'est, comme l'a dit Léonard, je pense qu'on a évolué dans notre perception un peu de la performance, dans le sens où on était très, et j'étais très impacté par la performance un jour donné, et qu'aujourd'hui, finalement, le fait d'avoir plus d'équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie sportive, ma vie personnelle, ça me permet aussi des fois de prendre du recul sur ce qui va se passer pendant une séance donnée et d'être plus investi sur le long terme. Voilà, et de moins subir les hauts et les bas psychologiques que peuvent donner une ou plusieurs mauvaises séances. Euh, voilà. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important et quelque chose que je vivais presque mal en fait quand j'avais trop d'importance à accorder à mon entraînement. Je pense aussi que parfois dans la vie, bah, on se met des priorités autres que l'entraînement. Et du coup, moi, je pense qu'il faut avoir cette approche d'acceptation par rapport à ça. Donc, accepter en gros de ne pas progresser autant ou de pas avoir un entraînement aussi productif que ce qu'on ferait en temps normal. Mais voilà, moi, il me semble que dans ces périodes-là, c'est nécessaire de se dire, euh, ok, je ne vais pas baser ma personnalité uniquement sur mes performances. Je vais prendre un petit peu de recul et, euh, et je vais faire au mieux, en gros, hein, jusqu'à ce que je puisse me réentraîner dans de meilleures conditions. Oui, tout à fait. Et après, je dirais que
cet équilibre. Alors bien sûr que bon, Léonard est peut-être dans un déséquilibre, on va dire plutôt du côté vie professionnelle actuellement. Moi, je suis peut-être aussi plus dans ce déséquilibre-là. Peut-être qu'effectivement, basculer un peu plus du côté pratique sportive, ça serait bénéfique pour nos performances. Mais d'un autre côté, je pense que il faut pas rentrer, pour quelqu'un qui va rentrer dans une phase où il sait que ces contraintes-là vont augmenter, il faut pas y aller perdant, il faut pas y aller en se disant bah, mes conditions se dégradent, donc je ne vais pas pouvoir performer, donc je vais pas pouvoir progresser. Au final, ce qu'on voit aujourd'hui avec Léonard, c'est que avec le recul qu'on a et l'expérience qu'on a gagnée, on est capable de mettre en place des choses qui lui permettent de non seulement continuer à progresser, mais progresser même, je dirais, bien mieux qu'avant. Et, c'est assez frappant à quel point finalement dans des conditions et avec des conditions de récupération, des conditions psychologiques et de temps qui ne sont peut-être pas perçues comme optimales, finalement on arrive à construire des choses très intéressantes. Alors peut-être qu'effectivement, arriver à un certain niveau, ça casse. Il n'y a peut-être pas la possibilité d'atteindre comme ça un niveau international, j'en ai aucune idée. Il y aura sûrement des contre-exemples pour ça. Mais moi, je trouve qu'avoir cet équilibre, finalement, voilà, des fois, la vie professionnelle, ça va pas être parfait. On va se rattraper à l'entraînement. Inversement, des fois, l'entraînement va pas très bien se passer, mais on va avoir des succès dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Et donc tout ça, ça permet voilà, de créer un équilibre en fait entre tous ces aspects de la vie. Et moi, je pense que ça, c'est aussi important. Voilà, de pas partir perdant, de pas partir vaincu et de pas se dire, voilà, je peux plus m'entraîner 12 heures par semaine, je peux m'entraîner que 8 heures par semaine, je vais pas pouvoir progresser. Au final, je trouve que des fois, on progresse tout aussi bien en faisant 8 heures par semaine constructives que 12 heures par semaine. Euh, voilà. Hmm. Parce que Moi, t'en penses, Léonard? moi en fait, là, ce sur quoi je veux rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord, hein, c'est-à-dire que je pense qu'arriver à un niveau, et ça c'est une réalité qu'il faut avoir en tête, l'entraînement, la physiologie, la diète, la récup, tout ce qu'on veut, je pense maintenant que, et c'est valable dans tous les domaines, hein, c'est pas valable que la force athlétique, c'est valable dans tous les sports et dans tous les autres domaines, autres que le sport où il y a une recherche de performance jusqu'à un stade assez poussé. À un moment donné, tout implique des sacrifices et pouvoir organiser sa vie autour de l'entraînement, même faire des choix professionnels qui permettent de le faire, c'est aussi un choix. Et je trouve que là où ça devient, parce que je te rejoins là-dessus, Ben, je suis d'accord que les périodes où tu es 100% focus dans l'entraînement, où toute ton identité tourne autour de ça, et pas autour juste du fait de t'entraîner, mais de tes perfs, en fait, où tu as l'impression justement que ta valeur en tant qu'être humain est passe uniquement par là. Je pense que beaucoup de gens sont passés par là. C'est en plus d'être assez malsain, c'est pas viable au long terme parce que je trouve que tu t'éloignes justement beaucoup des objectifs de processus et beaucoup du fait que c'est dur de garder un engagement sur le long terme quand tu es dans cette disposition d'esprit parce que c'est un sport dans lequel il faut pouvoir toujours rester dans une optique de long terme. La question de comment y arriver, tu vois, moi j'ai pu un peu expérimenter là pendant quelques mois quand j'avais ma disponibilité il n'y a pas si longtemps, comment c'était de pouvoir s'entraîner justement quand tu peux organiser ta vie comme tu veux, quand tes horaires de travail quand c'est du travail de bureau qui est pas très stressant, quand c'est hyper régulier. Et en fait, c'est clairement plus simple, on va pas se mentir, c'est clairement plus simple, mais c'est plus simple parce que tu as le contrôle de plus de paramètres. Tu as le contrôle de ta quantité de sommeil toutes les nuits, tu as le contrôle de ton timing et de ce que tu manges plus précisément. Tu peux effectivement prendre le temps, t'arrêter de bosser une demi-heure avant ton entraînement pour te mettre dedans mentalement. Tu vas à la salle à des horaires qui sont plus avantageux pour toi en termes de quand tu te sens mieux dans la journée. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et en fait, quand tu passes de ça et que tu rebascules sur quelque chose voilà, où t'as un boulot qui est plus stressant, où tu as des horaires, tu sais pas forcément quand est-ce que tu vas finir le soir, quand des fois tu te retrouves, bah, dans mon cas, moi, avec des gardes de 24 heures à passer des nuits blanches ou quasi blanches tous les 10 jours, mine de rien, j'ai plus 18 ans, je les sens passer ces nuits-là. Je trouve que ce qui permet de mettre cette routine en place, c'est de toujours un petit peu garder en tête la notion de ce que tu peux contrôler, ce que tu peux pas contrôler. Tu vois, je prends l'exemple d'une garde de 24 heures. Je m'en passerai bien, mais dans l'absolu, c'est une obligation. J'ai pas le choix. Enfin, pour le coup, je suis bloqué 24 heures à l'hôpital, avec ce que ça implique en termes de boulot, avec ce que ça implique en termes d'amputation sur mon sommeil.
Ça, c'est une variable incompressible. Par contre, derrière, je peux faire l'effort toutes les nuits avant, justement, de dormir le mieux possible. Je peux faire l'effort sur les nuits après, justement, de m'organiser aussi pour pouvoir récupérer ce que je peux comme sommeil. Je peux faire l'effort pendant ma garde de rapporter à bouffer, de pas manger de la bouffe d'hôpital et de manger correctement, de m'hydrater correctement. Et du coup, je trouve que d'investir son énergie mentale dans ce sur quoi tu peux avoir une action et de pas inutilement justement être tout le temps en train de se prendre la tête parce que t'as mal dormi, parce que ci, parce que ça, je trouve ça beaucoup plus productif et je trouve que c'est ce qui permet de tenir au long terme. Est-ce que c'est agréable d'aller faire un SBD le lendemain d'une garde de 24 heures où t'as dormi 2 heures? Non. Je le fais assez souvent et clairement c'est pas une partie de plaisir. Par contre, est-ce que c'est un choix qui peut être fait consciemment parce que derrière ça permettra d'avoir une meilleure récup sur la semaine, parce que derrière ça permet de pas avoir des trop grosses fluctuations sur le volume d'entraînement, parce que derrière justement ça, même mentalement ça permet de se dire que le travail est fait malgré les conditions, ça c'est des choses qui sont possibles. Et je trouve que pour conjuguer justement un rythme de vie professionnel ou extra-sportif, ne serait-ce que ce soit familial ou je sais pas quoi, prenant on va dire avec un objectif de performance, être dans cette disposition d'esprit de vraiment mettre son énergie mentale là où c'est utile de la mettre parce que ça entraînera des changements. À mon sens, c'est quelque chose qui est assez clé pour tenir un peu, pour tenir sur le long terme et pouvoir avoir des mois, des années d'entraînement productifs où tu progresses auquel au rythme tu progresses, mais au final tu t'avances quand même malgré tout. Il y a quelque chose que tu as dit au début de ta prise de parole, c'est la notion de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Et je pense que c'est vraiment une approche qui est bénéfique, même pour des gens qui n'ont pas beaucoup de contraintes, parce que justement, ça nous pousse à suivre la planif, quoi, en gros, de suivre le plan établi, sans vouloir forcer le truc, forcer les adaptations, etc. Et justement, encore plus quand tu as des contraintes, avoir cette façon de voir les choses, je pense que c'est important pour pouvoir mener à bien Oui, sa carrière de oui, oui. powerlifter, on va dire. Bah, tu sais, ça rejoint ce que je disais avant, ça rejoint ce que je disais avant sur c'est très empirique, hein, je dis ça purement à titre d'exemple, mais le SBD quand tu sors de ta garde où t'as dormi 2 heures et où enfin voilà, tu t'es exposé à beaucoup de stress pendant 24 heures en continu, ce qui est complètement supraphysiologique. Tu le fais, tu vas aller à l'entraînement justement, on programme, enfin ça c'est un autre débat, on programme en RPE, on autorégule, on adapte. Mais je trouve que tu step up en tant qu'athlète et en tant que personne quand tu arrives à faire ça, à aller à la salle malgré le fait que tu sois fatigué, malgré le fait, voilà, t'es pas dans des bonnes conditions et tu sais que peut-être que tu vas faire 10 kilos de moins sur ton top single, que tu sais que tu vas devoir justement adapter tes charges, tu vas devoir, et puis ça va pas être agréable sur le moment parce que voilà, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement. Mais que en faisant ça, mine de rien, c'est qu'est-ce qui est le plus bénéfique entre s'entraîner dans ces mauvaises conditions, quitte à s'entraîner moins lourd pendant quelques jours et pouvoir justement garder un stimulus d'entraînement et mentalement te sentir toujours investi dans le processus ou être dans une logique du tout blanc tout noir et te dire bah si je suis dans des mauvaises conditions, si je suis pas à fond pour performer, soit je vais pas à la salle, soit j'y vais complètement en panique et plutôt justement que de faire des choix d'entraînement qui sont dictés par le processus d'entraînement, la planification, les objectifs de compétition à long terme, je me laisse, on va dire, je laisse les émotions du moment dicter le truc. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, dont tu te rends compte quand t'as eu des blessures assez significatives. Moi, j'avais dû m'arrêter à cause de mon dos pendant un temps. Je pense que la blessure qui est au dos à l'époque, je la gérerais totalement différemment maintenant. Parce que je serais beaucoup plus confortable avec le fait de devoir prendre quelques semaines, être beaucoup moins spécifique sur l'entraînement, voilà, à revoir mon stress d'entraînement à la baisse pendant un temps, le temps qu'une douleur soit passagère. Et une fois je pense que de passer par là justement, de passer par des périodes où tu cumules à la fois beaucoup de stress et en plus des blessures qui te tiennent un peu éloigné de l'entraînement, ça te permet justement d'apprécier beaucoup plus le fait que même dans des conditions pas optimales, pouvoir suivre une planif, pouvoir s'entraîner, pouvoir soumettre ton corps à un stimulus tel qu'il peut entraîner des adaptations à terme. Peut-être c'est pour ça qu'on fait de la force à la base et du coup ça te pérennise dans ta capacité à continuer à avancer malgré ce que la vie
malgré ce que tu peux avoir à affronter, que ce soit en termes de boulot ou autre. Ouais, je suis complètement d'accord. T'as parlé d'un truc au début, c'est arriver à la salle en sachant que tu vas être moins fort ou autre. Moi, je sais que, pour la petite anecdote, jusqu'à il y a fin 2021, j'avais un boulot où j'étais toujours en déplacement. Et bon, j'avais pas de contraintes horaires énormes, mais j'avais la contrainte de changer de salle tout le temps, etc. et d'être tout le temps sur la route. Et finalement, c'est fatigant à la fin de la journée. On se rend pas compte, mais conduire tout le temps, c'est un peu fatigant. Et, euh, et je sais que j'essayais de pas me dire dans ma journée, ou avant d'arriver à la salle, j'essayais d'avoir cette approche de pas me dire, ouais, là, je vais mettre moins 10 kilos de moins et tout. J'essayais d'être le plus neutre possible. Bon, c'est difficile, clairement, hein. Des fois, on sent qu'on est crevé, on manque de sommeil et autres. Ou voilà, on a fait beaucoup de routes et j'étais fatigué, quoi. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est que j'avais des surprises et je faisais des PR et tout, alors que sur le papier, c'était pas cohérent, ça devait pas arriver. Et je pense qu'avoir cette approche-là de pas se limiter tout seul, c'est aussi important. Après, parfois, il y a des jours clairement où tu sais que voilà, tu as eu l'occasion de soulever un ou deux trucs dans la journée, de porter un ou deux trucs, tu sais très bien que c'était pas ta journée. Bon, après, faut relativiser. En général, tu portes pas 200 kilos dans ta journée, mais il y a des jours où tu le sens clairement et tu vas un petit peu pré-shot un peu le truc en amont. Par contre, il y a eu aussi des journées où je pensais que ma séance allait être claquée, quoi, et au final, pas du tout. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, parce que du coup, ça m'amène à pondérer un peu mon propos précédent. Je parlais justement du fait d'aller dans des mauvaises conditions et d'accepter que tu mettras 10 kilos sur la barre, et c'est l'intérêt de l'autorégulation, parce que des fois, t'arrives pas du tout frais, et effectivement, tu te rends compte sur le moment qu'en fait, si, et tu peux faire des très bonnes performances, alors que les conditions s'y prêtent pas forcément sur le papier. Et ça, encore une fois, c'est un truc sur lequel je pense que, et moi en tant que powerlifter et qu'on va dire personne de la vie active, et aussi Ben en tant que coach dans la relation qu'on a là-dessus, on a beaucoup évolué. Je pense que effectivement, d'aborder l'entraînement en étant avec une certaine neutralité et puis un certain stoïcisme, en attendant de voir ce qui se passe sous la barre et de pas tirer de conclusion avant même d'avoir commencé à s'entraîner, ça évite un espèce d'effet nocebo qui peut te limiter sur des jours où finalement ce que tu vas faire, enfin ce que ton corps est capable de faire, c'est pas ce que tu as en ressenti. Et ça te permet aussi justement des fois de moins performer sur un jour où tu as vraiment des conditions de merde et de faire en sorte que cet entraînement où tu as moins performé, non seulement il n'ait pas un impact négatif et sur le reste de ton microcycle et sur tes compétitions, tes perfs à venir, et même que au-delà de ne pas avoir de conséquences négatives, bah, tu as les conséquences positives d'être allé t'entraîner que t'aurais pas eu si tu serais juste resté sur ton canapé à te morfondre parce que t'as pas dormi assez la veille ou que t'as pas assez mangé ou pas assez bu ou je sais pas quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors avant de passer un peu à la partie plus coaching, c'est-à-dire quelles sont les adaptations, enfin voilà, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place justement pour lutter, pas pour lutter, mais pour s'adapter à ces conditions, ces contraintes. Euh, je vais juste revenir sur un truc qui me paraît important, c'est de distinguer justement les contraintes que j'appellerais physiques, c'est-à-dire bah, quelqu'un qui va avoir un travail physique ou qui va avoir des conditions de sommeil dégradées, soit à cause de son travail, soit à cause de sa vie personnelle, des contraintes psychologiques. Et je pense que c'est bien sûr, au final, les deux vont impacter la capacité de récupération, mais elles vont avoir, je trouve, quand même un impact assez différent sur les stratégies à mettre en place, sur les approches, à la fois que l'athlète va devoir mettre en place dans son approche de l'entraînement, et que le coach va devoir ajuster au niveau de la planification. Et donc, pour avoir déjà travaillé encore avec des gens qui ont peut-être des contraintes physiques importantes, mais des contraintes émotionnelles moindres, je trouve que l'impact n'est pas le même dans le sens où ils vont pouvoir conserver, malgré finalement le temps de travail ou le temps ou le sommeil dégradé parce qu'on a un enfant en bas âge, etc. Il y a quand même cette capacité à conserver l'entraînement comme une priorité, même dans la journée, si le travail le permet, c'est-à-dire que si le travail n'est pas prenant intellectuellement ou émotionnellement, comme peut l'être voilà, de travailler avec des patients, etc. Inversement, je trouve que la charge psychologique, donc, pour moi, il y a charge physique et charge psychologique. Et la charge psychologique, qui peut être liée à un travail stressant émotionnellement, elle est à prendre en compte et elle est des fois plus impactante finalement que la charge physique. Et ça, c'est quelque chose qui,
que je vois qui ressort assez bien de mon expérience d'athlète et de coach. Je pense que ces notions, elles font partie d'un continuum quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'un côté des mecs qui ont une charge psychologique élevée et pas de charge Ah physique. non, 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 bien sûr, c'est un spectre, hein, c'est un spectre. Ok les gars, petite interlude publicitaire pour vous informer de la récente sortie d'un nouvel article sur notre site internet. Il traite des enjeux et des pièges d'une reprise de l'entraînement après une période d'arrêt prolongée. La deuxième partie de cet article sortira prochainement et le sujet sera abordé avec une approche un petit peu plus pragmatique, parsemée de quelques exemples. On sort également un post Instagram par semaine où on aborde divers sujets comme les blessures, la planification de l'entraînement, etc. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Est-ce qu'on n'aborderait pas un petit peu la partie, parce que là c'est déjà 43 minutes, la partie du coach, comment on peut adapter l'entraînement, etc. Et pour introduire cette partie, ça serait bien de parler un petit peu de ton cas, Léonard, vu que tu restes un bon exemple d'athlète avec des contraintes. Euh, et en gros, ça serait bien que Ben, tu parles un petit peu, vu que tu es son coach, de d'où vous êtes parti, de qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi vous avez fait certains changements, etc. par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast. Ouais, tout à fait. Bah, alors, c'est vrai qu'à l'époque où on a commencé à coacher Léonard, où j'ai commencé à coacher Léonard, on a commencé à travailler ensemble, euh, j'avais ma vision d'entraînement. J'avais ma vision d'entraînement euh, qui était que il n'y avait pas le choix, c'est-à-dire que pour progresser, il fallait une certaine charge d'entraînement qui n'était pas négligeable. Et je pense qu'on a perdu du temps, je sais pas si c'est le terme à employer, mais où on a eu du mal au début, parce que on a essayé de forcer un petit peu ces adaptations, à forcer ces charges d'entraînement. Euh, à tel point que quelque chose de caractéristique, c'est que quand Léonard s'est retrouvé au moment de passer le concours d'internat, euh, il a fallu diminuer la fréquence d'entraînement qui était de 4 fois par semaine à l'époque à 3 fois par semaine. Et en fait, dans notre tête à ce moment-là, euh, c'était inconciliable avec le fait de progresser. Ce qui aujourd'hui, à la vue de ce qu'on fait depuis quelques temps, est stupide. Mais c'est vrai qu'on avait cette notion-là que dans ces conditions-là, il n'était pas en mesure de progresser. Donc déjà, c'était encore plus le déstabiliser, je pense, parce que euh, on a un athlète qui fait l'effort de s'entraîner, qui fait l'effort des efforts, je dirais pas surhumains, mais des efforts impressionnants pour réussir dans les professionnels. Il me dit, ok, ben, à côté, en fait, là, tu vas juste t'entraîner pour te maintenir parce qu'on percevait ça comme ça. Et donc, automatiquement, bah, c'était assez négatif. On peut pas faire progresser quelqu'un s'il a le sentiment qu'il pourra pas progresser pendant ce temps-là. Euh, et on a beaucoup évolué, on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué parce que j'ai aussi eu l'expérience de coacher d'autres personnes un peu dans ces situations-là. Et donc j'ai compris, et moi-même en évoluant un peu vers ce côté-là, j'ai compris que des fois, voilà, on pouvait faire des progrès avec des charges d'entraînement moindres, on pouvait faire des ajustements dans la planification qui rendaient ces conditions moins insurmontables, qui permettaient d'optimiser un peu l'énergie physique et mentale qu'on pouvait mettre dans certaines séances. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à une collaboration qui fonctionne et qui fait que je pense qu'on a progressé de façon plus linéaire au cours de ces derniers mois qu'on a pu le faire au début de notre collaboration. Ouais. Et toi, Léonard, est-ce que de ton côté, tu as pu avoir certains signes avant-coureurs où tu t'es dit, ok, là j'ai de la fatigue, il faut que j'en parle avec mon coach ou quelque chose dans ce style-là? Ouais, bah, et je pense que ce que je vais dire, en fait, va corroborer les propos de Ben, mais juste on va dire, de l'autre côté du miroir. C'est vrai que quand on a, enfin, c'est pour le coup, si on prend je pense que si on prenait les procs, justement, qu'on avait quand on a commencé à bosser ensemble,
Je pense que non seulement on avait je pense que par exemple sur le squat, j'étais à une époque où il y a un moment où j'étais monté à 4 squats par semaine par exemple. On avait un volume d'entraînement, un stress d'entraînement qui était globalement même plus haut que maintenant, je pense, Oui, bien sur à peu plus près haut, tous ouais, les bien plans. plus haut. Bien plus haut, hein, c'était vénère. Et surtout, je pense qu'on avait beaucoup moins de capacité. Je pense qu'on était beaucoup moins adaptable à l'époque. Je pense qu'effectivement, On était très rigide, ouais, on était très rigide. on était beaucoup plus rigide comparé à maintenant. Et en fait, ce qui se passait, le ressenti que j'en avais, c'est que, par exemple, ce qu'on pouvait avoir, c'est qu'on pouvait avoir un bloc qui était mais exceptionnel. Enfin, tu vois, on avait des blocs où je faisais, où je prenais 10 kilos au bench, 20 au squat, 20 au terre. Tu vois, on avait un bloc comme ça, où je finissais le bloc complètement rincé, mais on avait fait un bloc exceptionnel. Et j'avais mais un changement justement de variable. Je changeais de stage où j'avais une période où je me mangeais 2 gardes en une semaine, un truc comme ça, et ça s'effondrait. Enfin, c'est vrai que pour le coup, on avait vraiment, je pense, si on prend mes logs de l'époque, mes maxi estimés, c'était une dent de scie pas possible. Et effectivement, on a été, même moi mentalement, ça a été. J'ai vraiment abordé les derniers mois avant que je passe le CN comme un truc en mode c'est de l'entraînement de survie quoi. Ouais, Ça fait ouais, 2 ans que je m'entraîne, ça fait 2 ans que je m'entraîne, je suis au bout de ma vie, on va dire, d'un point de vue étudiant et professionnel, et à côté de ça, la force, c'est vraiment parce que je peux m'entraîner que 3 fois, entre guillemets, on est vraiment en mode survie. Et je pense que quand je parlais de l'effet nocebo tout à l'heure, c'est un exemple parfait de ça, c'est-à-dire que je pense qu'on aurait abordé l'entraînement différemment, on l'aurait abordé comme les conditions sont dégradées, mais bon, on peut voir que j'ai que 3 fois pour m'entraîner par la semaine. On pourrait aussi se dire que j'ai 3 opportunités d'avoir un bon stimuli dans la semaine. On aurait peut-être fait les choses différemment à l'époque. Je suis pas sûr qu'à cette époque-là, j'avais la maturité suffisante pour accepter ça et on va pas refaire le passé de toute façon. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup changé là-dessus et au fur et à mesure, je pense vraiment quand je suis passé interne, qu'on a commencé à plus avancer, bah déjà le volume de travail a beaucoup diminué et je pense qu'il a diminué parce qu'on a eu une capacité à se dire ça sert à rien de faire toujours plus, toujours plus. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais entre faire 8 séries de squats par semaine, mais avoir 8 séries avec vraiment une bonne intention dans ce qu'on fait, du coup des variations qui produisent l'effet qu'elles doivent produire, du coup un vrai stage d'entraînement, est-ce que c'est pas plus pertinent ça que de faire 15 séries de squats dont la moitié vont être faits où t'as mal partout, t'es complètement rincé et mentalement t'as qu'une envie, c'est de pas les faire. Je pense qu'on est passé vers là et je pense qu'un autre truc qui a beaucoup changé, c'est que moi je suis devenu un athlète plus éduqué, on va dire, qui comprenait plus ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait. Parce que voilà, comme on a toujours bien communiqué avec Ben, je pense que je comprenais plus justement les principes d'autorégulation, les principes de gestion de fatigue. Je pense que ça, moi, ça m'a amené à avoir peut-être plus d'autonomie pour dire à Ben, pour sentir les moments où j'avais besoin qu'on adapte ou non l'entraînement. Et je pense que du côté de Ben, il y a, et ça même maintenant, je le vois même sur, bah là, on a eu l'exemple cette semaine parce que j'ai eu une garde cette semaine, j'ai eu de la fatigue, j'ai eu plein de choses. On a une capacité justement à faire des petits ajustements des fois microcycle par microcycle qui permettent de faire que malgré des conditions, bah, on démarre un bloc, on va au bout, et on est passé justement d'une progression où j'avais 6 semaines absolument exceptionnelles, suivies par une blessure, suivies par 3 mois catastrophiques, et puis boum, un bon bloc, et on repartait pour un tour comme ça, à peut-être faire des blocs moins spectaculaires, mais par contre, je pense que ça fait, je crois, 4 blocs qu'on fait là, qu'on fait depuis qu'on rebosse ensemble, Ben, où le total monte de manière beaucoup plus linéaire et où il y a pas de grosses blessures, il n'y a pas de choses comme ça et où j'ai pas de raison de penser justement qu'on va pas continuer à ajouter 5-10 kilos de total par bloc et jusqu'à je ne sais quand, jusqu'à ce qu'on aura une limite et qu'il faudra changer des choses. Mais pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de très linéaire et de plus productif. Donc je pense qu'effectivement, un des éléments clés qu'on a remis en place, enfin, plutôt qui est important là dans la façon de travailler avec ces contraintes importantes, c'est la flexibilité. Euh, la capacité à adapter l'entraînement et à pas rester dans un cadre rigide comme on a pu le faire par le passé. Euh, on a effectivement beaucoup baissé la charge d'entraînement par rapport à ce qu'on faisait à l'époque, avec des résultats bah, qui parlent d'eux-mêmes. À l'époque, tu avais beaucoup effectivement de blessures, de manifestations de douleurs, des choses comme ça qui sont beaucoup moins fréquentes maintenant. Alors là, c'est vrai que la semaine dernière, tu as eu une semaine un peu compliquée niveau récupération.
et tu as ressenti des douleurs lombaires sur une séance de squat. Et hier, voilà, tu m'as informé pendant la séance que suite à ton top set au squat, Oui, c'est tu ça. te Ouais, sentais, c'était hier. tu te sentais un peu en position de fragilité, tu avais un peu peur que effectivement ça puisse lâcher. Tu avais un historique de lumbago, donc voilà, on se connaît aussi là-dessus, on connaît les zones à risque. Donc là, on a pris tout de suite la décision de passer en bell squat pour la fin de la séance. Et on a décalé, normalement tu devais faire ton deadlift aujourd'hui, on l'a décalé à demain, avec la possibilité aussi de moduler le volume de travail demain si nécessaire. Donc voilà, je pense que du point de vue du coach, il y a cette flexibilité à exploiter. Il y a l'organisation des séances aussi qui peut être vraiment un atout, un moyen comme on l'a dit, que la disponibilité psychologique de l'athlète et la capacité à se projeter dans la séance, elle va être un peu remise en cause par les conditions. Donc quand on sait qu'on a des jours, alors qui peuvent être fixes dans la semaine ou qui peuvent être variables, mais quand on sait qu'on va avoir des opportunités dans la semaine de se mettre dans ces bonnes conditions, je pense qu'il faut les exploiter. Par exemple, on sait que pour Léonard, le samedi et le dimanche, le week-end, ça va en général, quand il n'y a pas de garde, être des jours où le sommeil en amont va être plus maîtrisé, où va y avoir cette capacité à se projeter dans la performance par rapport à la semaine passée, quand on est sur des microcycles, comme toujours, où on cherche de la progression hebdomadaire avec un RPE fixe. Euh, et ça on peut justement jouer là-dessus. Inversement, dans la semaine, mettre des séances qui demandent peut-être avec plus de variations ou avec des accessoires qui demandent moins d'investissement émotionnel et qui permettent voilà, de faire du travail de qualité sans pour autant se projeter nécessairement toute la journée dans la séance. Et donc toutes ces petites manipulations, elles peuvent être faites. Et le plus important, c'est de faire tout ça dans un cadre où justement on se bride pas, on se dit pas, je suis dans des mauvaises conditions, je peux pas progresser. À partir du moment où il y a cette volonté de faire malgré les contraintes et de faire avec les contraintes, eh bien, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions dans la planification de l'entraînement, dans l'approche psychologique de l'entraînement, dans la communication pour continuer à avancer. Et je pense que on est loin d'avoir atteint ton potentiel dans ces conditions-là. Et je pense que finalement, tous les gens qui ont ces contraintes-là et qui se disent bah, je ne peux pas devenir un athlète de premier plan parce que j'ai ces contraintes, effectivement, peut-être qu'à un moment conviendra de lisser un peu ces contraintes-là. Mais je pense qu'on peut continuer à progresser avec les conditions actuelles. Et le jour finalement où on arrive à un certain niveau et qu'on peut se dire ben maintenant ça vaut le coup que je mette ces contraintes-là de côté parce que j'ai cette ambition-là, il sera toujours le temps de le faire. Mais voilà, pour moi, c'était pas du tout un frein à la progression et c'est pas un frein. Finalement, je pense à devenir un athlète même de niveau national. Je pense pas du tout que ça soit voilà, une condamnation à mort que d'avoir une vie professionnelle ou une vie personnelle trop chargée. Oui, puis juste, je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'effectivement, on en a déjà beaucoup dit, mais je pense que c'est important si certaines personnes traversent ces situations justement, ou même pour des études ou un boulot, des choses qui prennent pas. On parle pas de juste une semaine où tu fais un déménagement où ça va être compliqué. Les choses sont jamais figées dans le marbre, les situations vont toujours évoluer. Je prends mon exemple, j'aurais fini mes études de médecine dans un peu plus d'un an. Je pense que derrière, je pourrais mettre en place des conditions qui seront pas les mêmes que maintenant. Oui, ça a pris 10 ans. Avec Ben, du coup, on aura passé le temps qu'on arrive à la fin, ça fera probablement du coup quasiment 6 ans qu'on aura bossé ensemble dans ces conditions. Et quand elles changeront, il sera toujours temps d'adapter et elles seront probablement meilleures et probablement qu'il y aura peut-être plus de choses à voir. Mais c'est bien aussi de se projeter vers ces périodes-là, de se dire que des mauvaises conditions, souvent mine de rien, elles peuvent souvent être beaucoup plus temporaires que ce qu'on peut le penser. Oui, et puis garder aussi cette notion que le temps joue contre nous et que inversement, se dire qu'aujourd'hui je suis dans des mauvaises conditions, c'est pas grave, je vais attendre d'être dans des bonnes conditions, c'est aussi le piège parce que si Oui. les conditions peuvent s'améliorer, elles peuvent aussi se dégrader, elles peuvent aussi rester telles qu'elles sont pendant une période de temps prolongée. Donc il vaut mieux chercher à progresser, chercher à faire avec, et même je dirais à faire bien avec, que de se dire c'est pas grave, je vais attendre que les conditions soient réunies. Ce jour-là, en général, on se mord plus les doigts de ne pas avoir fait ces efforts-là. Et au final, je pense que tout ce qu'on a acquis, à la fois ben, en tant que coach et en tant qu'athlète, à travailler dans ces conditions-là, euh, c'est aussi des choses qui sont gagnées pour les périodes qui seront peut-être un peu plus fastes,
un petit peu plus agréable en termes de conditions d'entraînement et même peut-être plus productive en progression, hein, je ne sais pas. Mais voilà, c'est gagné en termes d'expérience et d'approche psychologique de l'entraînement. Oui, clairement, il faut pas voir les choses de manière dichotomique, je pense. Tu as plusieurs nuances ou enfin plusieurs façons de faire. Finalement, on voit aussi qu'il faut pas se fermer de porte en tant que coach et en tant qu'athlète aussi, parce que bah, on voit ce que ça a donné avec vous dans un premier temps, et que dès que vous avez considéré d'autres possibilités au niveau de la planification, etc., bah, les choses ont bougé dans le bon sens. Donc les gars, je pense que ça fait déjà une bonne heure qu'on parle. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, qu'il se manifeste maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et, et, euh, et voilà, je pense que le podcast arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis, les gars, jusqu'au bout. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast. Faut dire au revoir, les gars. Ouais, salut, à la prochaine. À la prochaine, salut. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Nous remercions également Léonard pour sa présence et ses très bonnes interventions tout au long de celui-ci. Si vous souhaitez bénéficier de nos services ou avoir accès à plus de contenu, rendez-vous sur notre site internet www.strengthdevelopment.fr. Le lien est dans la description. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Salut!